Donc, au cours des 20 prochaines minutes, je vais faire le tour au niveau là, de l'économie et des marchés financiers. Si jamais il y avait des questions, soyez pas, soyez à l'aise, soyez pas gênés. Envoyer un courriel et ça va soit à moi, clément.chignac@cia.ca, ou faire transférer via Philippe et ça me fera plaisir de tenter d'y répondre. Donc, au-delà de la mise en garde habituelle, euh, allons-y peut-être le post-mortem rapide. Là. C'est certain que au printemps dernier, vous savez, c'est nouveau hein, d'avoir une récession qui est causée par, par un confinement pour des bonnes raisons, la santé publique. Mais c'était du jamais vu là, quand on parle de la récession. Ça a été un recul de 18% de l'activité économique. Juste comparé avec la grande crise financière de 2008-2009, c'est quand même 3 fois plus important que ce qu'on a vécu à l'époque. Donc, puis même la Grèce espagnole, pour les données qu'on peut avoir, c'est encore plus important ce qu'on a vécu actuellement comme recul de PIB. Donc, très, très, très significatif. Heureusement, ça a été bref. Vous savez, nous autres, les définitions d'économie, comme économiste, la définition d'une récession, faut savoir ce que c'est. C'est si votre ascenseur descend au 4e sous-sol, si jamais vous remontez au 3e, 2e, comme c'est déjà le cas, n'est pas revenu encore au rez-de-chaussée, la récession se termine lorsque vous avez descendu. Donc, on est dans la phase de recouvrement actuellement. Par contre, ça a des impacts. Hein. L'impact n'est pas égal selon dans quel métier que vous êtes, quelle profession. Aussi, on le voit, les inégalités s'accroissent. Donc, ceux qui ont ces capacités d'y aller avec le télétravail, un bon niveau d'éducation, au dépendamment dans le secteur, vous travaillez dans le secteur financier, on est plus avantagé que dans le secteur de la restauration, hébergement, ça va de soi. Ben, vous pouvez voir que c'est pas on ne subit pas la même façon l'impact. Donc, ça accroît aussi les inégalités, cette récession-là. Ça, c'est des thèmes que vous allez attendre parler dans les 2, 3 prochaines années, que les gouvernements devront rester très présents pour lutter contre les inégalités, puisque selon votre formation, vous ne vivez pas ça de la même façon. Dans certains cas, votre employeur ferme boutique et vous ne ramassez plus d'emploi. Donc, il faudra réinvestir dans la main-d'œuvre. Par contre, au niveau du consommateur, si on regarde les ventes de détail, moi, je me souviens, Philippe, au printemps dernier, au mois de mars, avril, les gens se demandaient si c'était un V, un W, un U. Les gens avaient resté surpris de mon optimisme. J'avais dit, écoutez, ça va être un V, parce que quand on ferme l'économie puis on la réouvre, c'est ça que ça fait. En plus, les gouvernements ont mis beaucoup de liquidités. Donc, on a vu une poussée au niveau des ventes au détail. Actuellement, le niveau des ventes au détail dépasse, imaginez-vous, de 3,5% le niveau du mois de février dernier. Donc, les ventes en ligne ont explosé, évidemment. Quoi qu'il en soit, si on fait le point aujourd'hui où qu'on en est, écoutez, on est en phase de récupération importante, puis on est déjà en avance si on compare par rapport à la crise de 2008-2009. À l'époque, l'économie avait reculé beaucoup moins qu'actuellement. Elle avait reculé, comme je l'ai dit tantôt, autour de 4,5%. Cette fois-ci, elle avait reculé de 16 à 18%, dépendamment si on parle des États-Unis, Canada. Mais ça avait pris au-delà de 2 ans à récupérer tout ce qu'on avait perdu. Et au moment où on se parle, on est déjà comme en avance sur qu'est-ce qu'on a récupéré par rapport à la phase de récupération de 2008. Donc, moi, je suis assez confiant en supposant que le vaccin va être distribué à quelque part au printemps, début de l'été prochain pour tout le monde. Il va commencer à avancer, évidemment, pour ceux qui travaillent dans le secteur de la santé ou ceux qui sont plus à risque. Mais tout ça va faire en sorte que je pense que l'économie canadienne va retrouver son niveau de production d'avant COVID à quelque part là, à la fin de 2021, début 2022. Évidemment, il faut être très modeste, Philippe, quand on fait des prévisions comme économiste, surtout en temps de pandémie, parce qu'il peut y avoir des risques à la baisse, des risques à la hausse, mais des risques à la baisse aussi. Bon, cette deuxième vague actuellement, qui semble beaucoup plus importante que la première d'ailleurs, on voit qu'il y a des régions, que ce soit au Québec ou des provinces, qui sont beaucoup plus affectées, qui n'étaient pas autant affectées au niveau de la première vague. Donc il n'y a personne qui est vraiment immunisé actuellement contre. Et donc, on est en plein dedans. Même si les marchés vont bien à cause de l'annonce des vaccins, on est en plein dedans. Certains programmes gouvernementaux aussi qui prennent fin, si on regarde du côté des États-Unis. La transition, là, on a eu une bonne nouvelle hier. M. Trump finalement accepte que la transition se fasse bien, mais c'est des facteurs de risque. Mais des facteurs de risque aussi à la hausse. Hein.
Donc, le vaccin arrive beaucoup plus vite que prévu et il y a un bond de productivité relié à cette innovation. Vous savez, on appelle ça la Zoom économie maintenant. Donc, clairement, on a accéléré de 7 à 8 ans sans doute le déploiement, le travail, la possibilité de travailler à partir de chez soi aussi. Il y a un boom de productivité lié à et un boom d'innovation, évidemment. Dans le cas du Canada, en fait, il y a bien des raisons d'être optimiste. Premièrement, on gère mieux cette COVID-19-là que plusieurs d'autres pays. Si on parle de l'Europe, des États-Unis, à votre gauche, ici, vous avez le nombre de cas par million d'habitants. On parle d'au-dessus de 500 cas aux États-Unis, alors qu'au Canada, on est autour de 150 cas. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est aussi que le Canada est en premier en tête du peloton comme pays qui a négocié avec les compagnies pharmaceutiques, différentes compagnies pharmaceutiques, pour pouvoir avoir un vaccin qu'on pourrait distribuer à l'échelle du pays. On parle l'équivalent de 9 doses par personne. On n'a pas besoin de 9 doses, me dire, mais c'est parce qu'ils ont dû faire des ententes avec différentes compagnies pharmaceutiques. Donc, une bonne stratégie de diversification. Et donc, le Canada, tout ça, ça pourrait être très encourageant, comme de quoi qu'on pourrait être en masse vacciné peut-être avant ou assez rapidement en 2021. Et on a un régime public de santé fait en sorte que je m'attends que ça soit comme gratuit pour tout le monde, tout cela, pour ceux qui veulent bien se faire vacciner, évidemment. En plus, le stimulus fiscal, quel est le pays au sein des pays développés qui a mis le plus, qui a injecté le plus de sous? C'est le Canada, pas loin de 16 de l'économie. Il faut penser que le Canada partait d'une meilleure position. Hein? On était le pays, si on regarde la dette fédérale en pourcentage du PIB, c'était le pays qui était le moins endetté dans les pays de l'OCDE. À 30 du PIB. Là, on va être à 50-55, mais on n'est pas à 100 du PIB. Donc, on peut se le permettre. Il y en a peut-être fait un peu trop, mais vaut mieux en faire un peu trop que pas assez. Ça, c'est la leçon de l'histoire. Si on voulait éviter les années 30. D'ailleurs, c'est mon opinion. Bien qu'imparfaite, l'intervention rapide et musclée des banques centrales et du gouvernement aura évité de sombrer dans une dépression des années 30. Tantôt, Philippe, te fait allusion Denis, tu parlais à Denis, son expérience parallèle avec 2008. J'ai trouvé ça bien intéressant parce que moi, en 2008-2009, j'étais devenu conseiller spécial au sous-ministre des Finances à Ottawa. Donc, en fait, c'est l'actuel gouverneur de la Banque du Canada, Tim McLean. Donc, j'ai eu même le privilège et l'honneur de représenter le Canada dans l'un des 4 groupes du G20, donc à Londres, à Washington, des différentes rencontres. Donc, si je fais le parallèle, là, Philippe, ça a réagi pas mal plus vite cette fois-ci. À l'époque, ça avait pris 6 mois entre la faillite de Lehman Brothers et le creux du marché boursier. Cette fois-ci, ça a duré 6 semaines, le bear market. Le G20 s'est réuni virtuellement, rapidement. Collaboration des banques centrales, collaboration au niveau fiscal. La Réserve fédérale, la Banque du Canada a fait des choses qu'elle n'avait jamais faites à l'époque. Pensons d'être backstop, exemple, au niveau des obligations corporatives. Donc, il y avait, on dit au marché que si jamais les compagnies avaient de la misère à emprunter, non seulement à court terme, mais même sur des termes à plus long terme, des obligations corporatives, ils seraient là pour acheter l'émission. Fait que imaginez-vous, 22 mars, il y en a ça, 23 mars, c'était le creux du marché. Parce qu'à ce moment-là, on savait que les compagnies ne feraient pas, il y aurait beaucoup moins de faillites parce que la Réserve fédérale serait là comme backstop. En fait, ils ont eu besoin d'acheter juste 15 milliards dans le 500 milliards qu'il y avait de bas de laine potentiel parce que les investisseurs ont été rassurés par ça. Donc, c'est intéressant, une bonne coopération. C'est important que ça collabore. Comme là, j'ouvre une parenthèse, la semaine passée, on avait M. Mochin avec la Réserve fédérale qui avait une petite distance. Là, maintenant, la bonne nouvelle, c'est Mme Yellen, Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, qui, elle, va être le futur trésorier américain. J'ai eu le privilège de la rencontrer à 3 reprises à Washington parce que je fais partie d'un petit groupe d'économistes en chef mondiaux qui sont 3 fois par année à Washington. Puis, une fois par année à la Réserve fédérale. Donc, une dame très intelligente, très pragmatique aussi, puis qui va collaborer avec la Réserve fédérale. C'est important que le politique et les banques centrales collaborent quand il y a une crise comme ça. Et bonne nouvelle en attire une autre. M. Trump, finalement, voit la lumière et accepte la transition vers l'équipe de M. Biden. Donc, 2 bonnes nouvelles hier en fin de journée, Philippe. Quoi qu'il en soit, si on revient à la présentation des déficits budgétaires importants, 16 de l'économie, que ce soit US, Canada, ça fait peur un peu au monde, mais moi, là-dessus, je tiens à vous rassurer parce que, à quelque part, si on regarde, puis on fait un parallèle avec
la Seconde Guerre mondiale, quand la dette avait explosé, la dette publique était passée de 40 de l'économie à 100 de l'économie en 3 ans, imaginez-vous. En fait, comment qu'on avait résolu ça? Premièrement, il y a beaucoup de dépenses non récurrentes, puis actuellement, c'est le cas, là. Donc, subventions salariales, quand le vaccin sera là, et on l'aura plus. Prestations canadiennes d'urgence qui a été remplacée par une extension de l'assurance emploi. Mais tout ça, c'est des programmes non récurrents. Donc, le déficit de 300-400 milliards au Canada, 350-400, on va le savoir lundi prochain, une mise à jour, il va diminuer autour de 80 milliards assez rapidement. Mais 80 milliards, c'est encore gros, vous allez me dire. Mais si on regarde le ratio dette-PIB, la petite coupe pointillée en rouge sur votre graphique, c'est pour illustrer qu'on va garder les taux d'intérêt en bas de l'inflation. Donc, si vous roulez avec des taux d'intérêt réels négatifs, puis que votre économie s'accélère, puis l'expansion se poursuit, bien, vos recettes fiscales augmentent au rythme de 4, 5, 6 par année, en tout cas certainement l'an prochain, puis 4 les années suivantes, mais votre service de la dette n'augmente pas. Donc, à ce moment-là, si votre service de la dette n'augmente pas, tranquillement, pas vite, vous avez votre ratio dette-PIB qui s'abaisse. Donc, dans 7 à 8 ans, ça va peut-être prendre 7 à 8 ans, on va le voir diminuer. Il y aura éventuellement des hausses d'impôts pour lutter contre les inégalités, mais on n'attendra pas parler de ça avant 1 an ou 2. Je pense que ça va prendre des élections et une économie qui a déjà qui est pas fragile, que le vaccin a été distribué, mais il y aura peut-être un resserrement à ce moment-là. Parlons des marchés de capitaux. Il me reste environ 7-8 minutes. Donc, marché des capitaux, ben, on se demande si c'est pas en route vers le nirvana. C'est-tu un mirage? Est-ce que c'est possible? En fait, premièrement, au printemps dernier, vous avez remarqué que c'était le bear market, le marché baissier le plus rapide de l'histoire qui a été suivi par le rebond le plus rapide de l'histoire. Donc, en 6 semaines, 35 de baisse, puis 126 jours ouvrables, comme on peut voir à droite, on avait tout récupéré. C'est pour ça l'important, puis votre rôle est très important comme conseiller, j'estime que votre rôle est plus important que le mien, parce que vous avez affaire à des clients qui connaissent moins ça, qui sont nerveux, puis que quand les médias parlent de la bourse, c'est habituellement quand ça va mal. Donc, des rassurés, quand on est à la bourse, c'est pour le long terme. Regardez, en 6 mois, finalement, on aura retourné au niveau précédent, alors que d'habitude, quand un marché baissier, c'est des années avant qu'on récupère le sommet précédent. Donc, ça, c'est aussi merci aux banques centrales qui ont réagi très rapidement et aux politiques au niveau du G20, cette concertation-là. Donc, au niveau de l'élection présidentielle récemment, ben, on parle d'un gridlock, hein, c'est-à-dire qu'on a un président démocrate, mais on a un Sénat qui reste républicain, puis ça, les marchés aiment ça. D'ailleurs, dans la semaine des élections, imaginez-vous, c'était la meilleure semaine à la bourse jamais observée pour une semaine électorale depuis quand? Depuis 1932. Donc, 8 de hausse en une semaine, la semaine des élections, là. Ben, tu n'avais pas vu ça depuis que M. Hoover, depuis que M. Roosevelt avait remplacé M. Hoover. Donc, très impressionnant. Si on regarde à l'horizon, c'est quand même des bons marchés. Pourquoi? Parce que ça va être difficile pour les démocrates d'aller dans de la grosse réglementation, d'augmenter les impôts de façon substantielle sans l'aval du Sénat. Et donc, peut-être qu'on doit dire que 2020, c'est une année de transition. C'est peut-être l'année 2022 qu'on doit surveiller si le Sénat reste républicain ou tourne démocrate, parce que là, à ce moment-là, pour y avoir une vague bleue, Sénat, Congrès et président démocrate, là, ça pourrait devenir un peu plus hostile du côté de Wall Street et plus avec plus de réglementation et de taxation. Valorisation rapidement, oui, le marché, c'est vrai qu'il est cher quand on y pense. C'est autour de 22, 23 fois les profits prévus. J'ai déjà vu 25 fois à la fin des années 90. Par contre, il faut relativiser, il faut tenir compte des taux d'intérêt. C'est ce que ce graphique tente de faire à droite, de démontrer qu'avec des taux d'intérêt si faibles que le marché boursier, sur une base relative, est encore attrayant. Mais il faut faire attention aussi quand on regarde de valorisation, peut-être pas juste se limiter aux bénéfices. Parce que bénéfice, c'est quelle approche vous prenez. Il y a tellement de méthodes, c'est-tu le gap earnings, le reported earnings, le operating earnings, excusez les expressions à l'aise, mais il y a tellement de définitions de bénéfices. Mais il y en a les ventes, ça, il y a juste une définition. Si on regarde ici, le marché boursier américain, que je prends la capitalisation boursière en fonction des ventes, bien, vous parlez quand même là qu'on est au-delà de similaire à 1999-2000. On est au-dessus de 2,5 fois les ventes.
ça commence à être cher, si j'exclus le secteur financier, ça me dire, là, mais c'est comme ça. Donc, jamais depuis .com, on a vu un marché aussi élevé. Ce qui est important, c'est de surveiller, c'est les game changers. Si on prend les FANG, par exemple, donc on parle des Facebook, les Apple, les Amazon de ce monde, donc vous avez une situation que pour eux autres, d'avoir des taux d'intérêt bien faibles, OK? À ce moment-là, c'est très, très intéressant pour eux autres parce que quand on escompte le cash flow, on travaille des taux d'intérêt beaucoup plus faibles, mais aussi la taxation. Hein? Payent pas, beaucoup de leurs revenus proviennent en dehors des États-Unis, mais ne payent pas grands impôts, eux autres, dans les pays de l'OCDE. Surveillons la taxe numérique. Il y en a été question au G20 en fin de semaine. Et là, vous avez M. Biden, c'est pas M. Trump. Là. Donc, peut-être qu'il y a des pays qui vont se sentir plus à l'aise d'y aller là-dedans. Donc, si on a posé une taxe numérique dans les pays de l'OCDE, c'est certain que ces joueurs-là vont être beaucoup plus frappés. Donc, on surveille aussi ces changements-là. Ça se pourrait qu'on ait un environnement qui devient un peu plus hostile pour les FANG, selon moi. Donc, c'est une façon de vous suggérer qu'au niveau de la stratégie de portefeuille, de diversifier. Oui, les titres du Nasdaq ont très bien fait. Oui, c'est intéressant. Le gros, il faut continuer à en avoir dans son portefeuille, mais c'est peut-être le temps de prendre des profits. D'ailleurs, depuis une couple de semaines, vous commencez à voir qu'il y a une rotation qui se fait des titres de croissance vers des titres de valeur. Vous voyez à gauche, c'est un graphique qui date d'environ 3 semaines et vous aviez la comparaison valeur versus gros. Jamais les titres de valeur ont été autant déprimés par rapport aux titres de croissance dans l'histoire depuis 25 ans. Même chose à droite, c'est le marché boursier européen. C'est du jamais vu par rapport au marché boursier américain, cette contre-performance. Donc, pour moi, c'est peut-être le temps de s'asseoir notre client, dire, ben, écoute, il y aurait peut-être la rotation sectorielle à penser, diversification géographique à faire dans son portefeuille. Donc, c'est une suggestion forte que je vous fais. N'oubliez pas les marchés émergents également. Hein? Ça pourrait être de nouveau sur le radar en 2021 de façon importante. Pourquoi? Parce que récemment, en plus, on a une entente, on appelle ça en français le partenariat régional économique global, drôle de nom, mais c'est des gros pays. Là. On parle de la Chine avec le Japon, les pays asiatiques. Ils ont fait un deal. Et d'où va venir la croissance? Ça va venir des marchés émergents, des pays émergents dans les prochaines années. Donc, agiter les marchés émergents, c'est ce que je fais dans les fonds que je gère au niveau des fonds diversifiés, d'augmenter la présence outre-mer et pays émergents. Facteur de risque en terminant, pour l'instant, on voit des bons marchés parce qu'on ne voit pas des hausses de taux avant au moins 3 ans. Ça, c'est le taux directeur. Les taux à long terme, eux autres, c'est la courbe de rendement. Les taux commencent déjà à monter. Par contre, il faut pas surveiller l'inflation. Personne ne voit vraiment l'inflation s'accélérer, mais ça dépend. Si vous êtes dans la rénovation, vous allez trouver que de l'inflation, mais ça sera à surveiller parce que les bénéfices de la diversification 60-40 pourraient être remis un peu en question. Ici, vous avez corrélation entre les actions et les obligations. En général, c'est négatif, que dans ce temps-là, si ça va mal à la bourse, ça va bien dans les obligations et vice-versa. Mais regardez dans les années 70, fin des années 60, début 70, quand l'inflation s'est pointée, là, c'était plus difficile. À ce moment-là, il faut ajouter d'autres classes d'actifs, il faut penser à des obligations en rendement réel, il faut penser aussi à des commodities, de l'or. Donc, ça sera peut-être de vérifier pour une bonne diversification de portefeuille. Quoi qu'il en soit, notre stratégie, on est positif à moyen terme, à court terme aussi. On suppondère, nous, dans notre cas, les actions américaines et on commence à vraiment surpondérer important le Canada, l'Europe, les pays émergents, parce que c'est eux qui sont, si on regarde en termes de valorisation, et avec M. Biden qui croit plus aux organismes internationaux, Organisation mondiale du commerce, on n'apprendra pas par un tweet tout à coup qu'on a des tarifs. Là. Donc, puis on voit le dollar plus faible. Donc, on pense que c'est un bel environnement, Philippe, pour diversifier, redéployer ses billes, mais on est toujours plus en faveur d'une allocation qui favorise les actions. En terminant, vous pouvez nous suivre. Mon temps est pas mal écoulé. Et on a des webinaires à toutes les semaines et on également sur le site web de IA. Vous avez l'information pour ceux qui aimeraient suivre. Et je suis aussi actif sur LinkedIn et Facebook, mon cher Philippe. Donc, je m'arrête ici et je te cède la parole.